Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer cette deuxième table ronde sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Donc l'objet de cette table ronde sera d'aborder la prise en charge des plaintes ou des signalements et de débattre sur la réponse pénale qui peut être donnée. Donc peut-être pour commencer, déjà je tenais à remercier toutes les personnes qui interviennent aujourd'hui sur cette table ronde. Notamment la Maison de protection des familles, qui est représentée par Madame... attends, je ne voyais pas votre nom, désolé. Par l'adjudant Lepez. La police nationale avec Madame Salah. Le parquet avec Monsieur le procureur de la République, Yves Dupas. L'association SOS Violence par Madame Colleux. Le barreau de Nouméa, par la présence de Maître Devraine et Maître Chatin. Donc pour débuter cette table ronde, je vais poser cette première question qui est comment se déroule le dépôt de plainte et le signalement. Et peut-être les intervenants pourront en profiter pour exprimer, pour développer le rôle qu'ils ont au quotidien sur ce traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Donc je laisse la parole à la Maison de protection des familles pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je représente la gendarmerie nationale. Même si je fais partie d'une unité spécialisée qui est la Maison de protection des familles, je suis passée par cette partie de brigade et d'enquête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gendarmerie, on a différentes fonctions, différentes missions qui passent par la prévention en matière de violences intrafamiliales, l'information auprès de professionnels. Il y a une phase d'intervention, une phase d'enquête, et ensuite, c'est les magistrats qui vont décider des suites judiciaires. En matière de plainte, c'est pareil, nous allons intervenir de différentes façons. La première va être l'intervention, c'est-à-dire qu'une patrouille de gendarmerie va être appelée pour intervenir à un endroit donné. On reçoit un appel, que ce soit de jour ou de nuit, et une patrouille va intervenir. En fonction de la situation, les enquêteurs sur place vont évaluer la situation pour voir s'il s'agit de violences intrafamiliales et prendre les dispositions qui s'imposent. La victime peut se présenter dans un bureau de police ou de gendarmerie directement pour déposer plainte ou signaler des faits. On peut être saisi par un signalement qui généralement passe par le parquet et qui arrive dans les bureaux de police et de gendarmerie. Et en fonction, la victime sera entendue. En gendarmerie, nous avons tous une formation en matière de violence intrafamiliale, notamment pour la prise en charge des victimes. Cette victime va être auditionnée, elle va s'expliquer sur ce qui s'est passé. Et parfois, les auditions peuvent prendre beaucoup de temps, surtout s'il y a beaucoup de faits, puisqu'on va la questionner sur le fait pour lequel on est intervenu, mais on va lui opposer aussi des questions si elle est victime de violences physiques, psychologiques, administratives, économiques, sexuelles. Et généralement, une victime va se présenter parce qu'elle a été victime de violences physiques, et au final, on s'aperçoit qu'elle est victime de plus que ça. Donc, à partir du moment où nous, on a ce dossier, que la victime dépose plainte ou non, l'enquête va se poursuivre. Se poursuivre comment ? Déjà, il va y avoir l'interpellation du mis en cause. Il va y avoir une perquisition au domicile pour vérifier qu'il n'y a pas d'arme. Et ensuite, les enquêteurs vont rendre compte au magistrat de permanence qui prendra sa décision. Concernant les victimes, il va y avoir un suivi, puisque automatiquement, l'intervenante sociale gendarmerie va être informée de toutes ces situations. Donc Frédéric Macky vous expliquera dans le détail sa mission. Donc voilà le traitement des victimes. Il se peut aussi que les victimes ne se présentent pas en gendarmerie. Elle peut être réfugiée chez une amie, dans une association,
Et nous, en gendarmerie, nous avons la possibilité de nous déplacer, ce qu'on appelle la plainte à la mobilité. C'est-à-dire qu'on dispose d'un ordinateur, d'une imprimante, et partout sur le territoire, nous pouvons nous déplacer pour prendre la plainte de la victime. De même, lorsque une victime est hospitalisée au Medipol ou au PSN, à partir du moment où nous avons connaissance que cette victime se trouve dans ces lieux, nous nous déplaçons immédiatement pour recueillir ses premières déclarations. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'après une hospitalisation, la victime retourne au foyer sans passer par la case gendarmerie et on n'a aucune déclaration. Donc pour son bien-être à elle, on va se déplacer directement au Medipol, on prend ses déclarations qu'on remet à l'enquêteur. Donc voilà, je pense avoir répondu concernant le dépôt de plainte et les signalements. Je laisse la parole à Madame Maki et ensuite à Madame Salah sur cette question. Bonjour à tous. Donc moi je suis intervenante sociale pour la gendarmerie. Pour définir un petit peu le poste, je suis travailleur social. Oui, je travaille avec la gendarmerie pour tout ce qui touche aux violences conjugales et intrafamiliales. Donc on forme un partenariat de proximité, je dirais, dans la mesure où systématiquement, dès qu'il y a un dépôt de plainte ou une intervention pour des violences, je suis saisie directement et dans un temps assez court, puisque c'est le jour même ou le lendemain au plus tard où je suis informée de la situation, ce qui me permet moi de pouvoir à ce moment-là contacter la victime. Déjà lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer, enfin après qu'elle m'ait expliqué aux filles les ressentis, mais surtout l'intervention peut être très rapide et justement, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, intéressante dans la mesure où elle intervient vraiment au moment de l'agression, ce qui peut permettre à la victime d'être beaucoup plus réceptive à ce moment-là pour entreprendre les démarches et accepter un accompagnement par rapport à sa situation. Après, il n'y a pas systématiquement de dépôt de plainte. Pour la victime, ça peut rester quand même encore assez compliqué comme démarche à faire, ça on le constate. Et d'où l'intérêt, moi je trouve, de ce renseignement judiciaire qui a été mis en place il y a quelque temps, où même sans dépôt de plainte, quand même la procédure est traitée dans sa totalité. Sans même la plainte de la victime. Donc ça permet quand même à la victime d'avoir une certaine protection et sans être impliquée dans la plainte, de pouvoir avoir quand même les bénéfices et la sécurité dont elle pourrait avoir besoin. Après, moi, mon poste me permet de pouvoir effectivement travailler avec le partenariat qu'on a vu tout à l'heure. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas les structures d'hébergement, la Béthanie et les Manguiers, c'est dommage, mais enfin c'est vrai que moi après j'oriente sur toutes ces associations avec qui fort heureusement on a quand même un lien privilégié et on arrive à travailler quand même dans l'intérêt de la victime assez efficacement. Voilà, je laisse la parole à... Donc bonjour, moi j'interviens pour la police nationale, vous m'entendez ? Donc pour revenir à la plainte, effectivement, nous, côté police, on a un accueil et une plainte priorisée. C'est-à-dire qu'une personne qui est victime de violence, quand elle se présente à l'accueil, il y a un système de couleurs et il suffit de poser sa main pour dire que je suis victime donc, de violence. Et donc elle sera prise en priorité, donc entendue, donc écoutée dans un premier temps. Pour rejoindre ma collègue, effectivement, après, il y a un questionnaire type qui va faire état donc, de différentes violences, que ce soit physique, psychologique, financier, etc. Et également d'une grille d'évaluation de danger qui va permettre, effectivement, ensuite d'orienter la personne vers des structures pour avoir des mesures de protection, telles, par exemple, le téléphone grand danger, etc. Suite à la déposition de la personne, il y aura un médecin qui sera requis, forcément, avec des photos, une réquisition qui va délivrer un ITT, que ce soit psychologique ou physique, pour rendre compte ensuite au procureur
Voilà, donc ça c'est l'accueil priorisé. À la fin donc, de cette procédure, il y a une orientation, donc que ça soit au niveau social ou psychologique. Donc nous, Police nationale, on a effectivement un pôle qui nous permet de diriger les personnes soit au niveau psychologique ou les deux, au niveau social. Donc elle peut être prise en charge en amont, après la procédure. Voilà, donc on est là pour les écouter et effectivement travailler avec les différents partenaires ensuite sociaux pour rediriger et appuyer les victimes. Voilà. Merci mesdames pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir encore ou ça ira? Juste, tout à l'heure on parlait de transport. Alors effectivement, c'est en pourparler. On a une convention avec SOS Écoute pour la prise en charge des victimes et que le transport soit assuré, en tout cas sur la zone en province sud, notamment avec aussi des hébergements relais. Voilà. Merci Madame Salah pour cette précision. En deuxième question, ce que je voudrais poser à l'adjudante Lepez, Madame Salah encore une fois, et Madame Maki, et peut-être une intervention de l'association SOS Violence avec Madame Colleux. Est-ce qu'une enquête a lieu systématiquement afin d'évaluer la situation de la victime et des co-victimes, c'est-à-dire les enfants, et afin de déterminer si celles-ci ont besoin de mesures de protection spécifiques et peut-être développer sur l'explication de quelles sont les diverses mesures afin de protéger les victimes notamment. Donc à partir du moment où on est saisi, que ce soit un appel de jour, de nuit, qu'une victime se présente, que ce soit au Medipol, que ce soit au DAV, l'enquête, oui, il y a une ouverture d'enquête. Et justement, c'est cette enquête qui va déterminer s'il y a une infraction. Donc, en fonction de ces explications, en fonction du certificat médical délivré par un médecin, parce que, comme on parlait, les violences psychologiques, ça ne laisse pas de traces. Et seul un médecin peut déterminer et prescrire une ITT concernant cette victime. Donc, à partir du moment où on a en face de nous une personne, automatiquement, il va y avoir une ouverture d'enquête, et c'est cette enquête qui va déterminer s'il y a une infraction, et ensuite, ce sont les magistrats du parquet qui décideront de la poursuite ou non du mise en cause. Madame Salah, peut-être. Merci pour votre intervention. Donc, pour revenir parce que là, on parlait effectivement des personnes qui se présentent, il y a aussi les interventions sur des dénonciations ou des personnes qui appellent au secours, effectivement. Donc, il faut savoir que tout auteur de violence est interpellé automatiquement et le danger est écarté. Donc, on met en sécurité la famille. Donc, effectivement, qu'il y ait plainte ou déclaration, l'enquête se poursuivra. Et on parlait tout à l'heure des mains courantes. Effectivement, plus de mains courantes ne sont autorisées concernant toute violence intrafamiliale. Madame Colleux, peut-être, pour rebondir, avec, et ensuite Madame Maki, peut-être. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ça concerne plutôt si une enquête... Oui, parlez plus près du micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende mieux. Là, c'est bien. Du coup, je pense que la question est plus orientée sur une enquête vers les victimes. Si les victimes, on détermine si les victimes ont une protection. C'est plutôt vers les victimes que la question est posée. Oui, voilà, mais au niveau peut-être des SOS Violence, est-ce que vous leur proposez des dispositifs spécifiques pour les protéger en attendant que le dépôt de plainte ou le signalement soit traité par le parquet? Alors, tout dépend l'infraction, tout dépend de la décision du parquet, la poursuite engagée. Non, il n'y a pas réellement d'enquête qui détermine la protection. C'est la nature du dossier. Les professionnels qui interviennent vont eux-mêmes déterminer quelle est la situation des victimes, de la victime, et mettre en place par des décisions ce qui est possible de faire en accord avec le ministère public et le tribunal civil.
D'accord. Madame Maki, peut-être, pour rebondir sur la question. Au niveau de l'enquête, je dirais que c'est... moi, je n'ai pas aucune intervention par rapport à ça, et je pense que les enquêtes sont systématiquement menées, enfin de ce que je vois, hein, dès qu'il y a une intervention ou un dépôt de plainte. Par contre, pour revenir à ce qui est de la garde à vue, moi je ferai quand même la petite remarque que le mis en cause n'est pas systématiquement interpellé parce qu'il a pu prendre la fuite dans les brousses aux alentours. Donc la victime reste quand même en insécurité le temps de l'interpellation du mis en cause. Donc il y a quand même ce petit délai de latence là qui peut arriver quelquefois. Et c'est vrai que c'était juste pour rebondir sur le fait qu'il n'y avait pas quand même systématiquement l'interpellation du mis en cause lors de l'intervention de la police ou de la gendarmerie. Donc là, ça reste quand même toujours un petit moment de latence où on est là en nécessité de protéger la victime, hein, soit par des structures d'hébergement ou par d'autres moyens. Mais c'est vrai qu'on a quand même parfois la situation où l'auteur de la violence est encore présent et qu'on a des risques de récidive, par exemple, quoi. Voilà, je voulais juste intervenir sur le fait que le mis en cause, hélas, ne pouvait pas être interpellé systématiquement à chaque fois, quoi. Et par rapport, par exemple, je pense au téléphone grave danger, c'est tous ces dispositifs un petit peu judiciaires. Est-ce que, pour protéger les victimes notamment, par exemple, quelle démarche la victime doit effectuer pour l'avoir, si quelqu'un souhaite intervenir sur cette question? Moi, simplement, quand on est dans ce genre de situation, hein, de victimes qui sont en insécurité, malgré la condamnation de l'auteur de violence, on oriente systématiquement et directement vers l'association Adavi, hein, qui est réactive, qui peut recevoir la victime dans un temps vraiment très très court et pouvoir mettre en place le dispositif adapté, en fait, hein, que ce soit l'ordonnance de protection ou le téléphone grave danger. Donc c'est une orientation systématique dans ce cadre-là vers l'association Adavi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Maki. Je laisse Monsieur le procureur de la République rebondir, peut-être. Oui, ce qui est très important au cours de l'enquête, c'est finalement de déterminer la situation de risque pour la victime. Et finalement, c'est dès l'audition de la victime, qui porte plainte ou non d'ailleurs, hein, que l'officier de police judiciaire va pouvoir indiquer au parquet qu'il y a une situation à risque. C'est aussi l'intervention, bien sûr, des associations qui peuvent nous alerter, hein, donc tout ceci se fait très très rapidement, hein, au cours de la garde à vue. Donc ce qui est important de dire, c'est que nous avons plusieurs dispositifs possibles, hein, de protection de la victime, au-delà de la possibilité qu'elle puisse être accueillie et mise à l'abri, hein, dans un hébergement d'urgence, c'est de dire que d'abord, c'est à la victime de solliciter une mesure de protection. Ça suppose qu'elle soit effectivement très bien accompagnée. Je peux dire que quand même, c'est le cas, hein, sur le territoire, hein, par les associations, je peux dire notamment par l'Adavi, qui est notre partenaire pour la mise en place, la remise effective du téléphone grave danger. Nous avons 12 téléphones grave danger aujourd'hui, avec la collaboration et l'aide précieuse de l'OPT, qui permet effectivement ce dispositif de remettre un téléphone donc à cette victime, qui a la possibilité de le déclencher avec une intervention immédiate des services de police, lorsque effectivement elle a appuyé sur le bouton d'alerte et qu'elle peut être localisée. Donc c'est un dispositif qui suppose effectivement un consentement de la victime. Ça suppose également une mesure donc de protection qui soit mise en place. Alors il y a deux cas de figure. Il y a effectivement l'ordonnance du juge aux affaires familiales qui décide
dans le champ civil, une interdiction de contact, et puis nous avons le contrôle judiciaire, hein, notamment, ou une décision de justice sur cette interdiction de contact, qui nous permet donc de travailler cette mise en place du téléphone grave danger. L'autre mesure, qui est un peu plus lourde, c'est le bracelet anti-rapprochement. Nous avons 3 bracelets anti-rapprochement. Nous avons déjà mis en place un bracelet dans le cadre d'un contrôle judiciaire. C'est sur décision d'un magistrat, qu'il soit juge des libertés de la détention, dans le cadre de ce contrôle judiciaire, qu'il soit magistrat donc, du tribunal correctionnel, président du tribunal correctionnel, ou juge de l'application des peines. Ce bracelet anti-rapprochement, il est aussi possible dans le champ civil. Mais c'est plus compliqué, parce qu'il faut l'accord des 2 parties, victime et auteur présumé. Donc, effectivement, c'est effectivement plus compliqué dans le champ civil. Dans le champ pénal, là aussi, toujours la demande de la victime. Si l'auteur présumé refuse, ou l'auteur condamné refuse effectivement cette mesure, c'est ou une incarcération, effectivement décidée par le juge des libertés de la détention, ou un refus, par exemple, d'une demande d'aménagement de peine, de sortie de détention pour le juge de l'application des peines. Donc l'on a des outils de protection qui sont mis en place, effectivement, mais première condition très importante, c'est l'accord et la demande donc de la victime. Ce qui n'est pas toujours évident sur le territoire, au vu de l'ambivalence de certaines victimes. Mais d'où l'intérêt, effectivement, de ce maillage, de l'intervention des associations, hein, je tiens vraiment à le redire à nos partenaires, dans la mise en œuvre de ces mesures. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Oui, allez-y, madame Collet. Je voulais rajouter, dans le cadre des victimes mineures de violences intrafamiliales, pour la protection des mineurs, le parquet, le tribunal a la possibilité de désigner l'association SOS Violence en tant qu'administrateur ad hoc, c'est-à-dire que l'association prend le rôle de protéger et de représenter les intérêts du mineur victime de ses parents mis en cause dans une affaire. Donc voilà, c'est une autre sorte de protection pour les enfants mineurs victimes. Merci beaucoup, madame Collot. Très importante d'ailleurs comme protection des mineurs. Pour continuer, monsieur le procureur, peut-être, une fois que l'auteur de violences intrafamiliales est identifié, quels sont les différents choix de réponse pénale possibles? Alors, j'aimerais d'abord dire plusieurs choses sur la problématique des violences au sein du couple en Nouvelle-Calédonie. Il faut quand même resituer le problème. Hein. Nous avons comptabilisé en 2021 5 faits,4 pour 1000 habitants de violences au sein du couple. En 2022, nous en sommes à 7 faits pour 1000 habitants. Une augmentation de 60% depuis 2018, qui correspond très clairement à la libération de la parole, c'est évident. Dans le cadre du Grenelle, je tiens à redire ici que l'action effectivement du Grenelle qui est portée avec détermination, avec toute l'énergie qu'on lui connaît donc par Isabelle Chamorro, hein, a permis de mettre autour de la table déjà tous les acteurs. C'est très important. Parce que la première condition pour combattre cette problématique très, très lourde sur ce territoire, c'est effectivement le champ partenarial. C'est d'associer tous les acteurs et de fédérer toutes les énergies. Je tiens à saluer vraiment aussi, encore une fois, l'action des associations. Problématique majeure, parce que finalement, ces violences au sein du couple, elles sont commises, j'allais dire, par rapport à 2 paramètres qu'il faut rappeler. D'abord, c'est la structure très patriarcale de la société calédonienne. Toutes les communautés sont touchées par ces violences au sein du couple.
Mais nous avons effectivement une dimension très patriarcale en Nouvelle-Calédonie de la société. Deuxième élément, deuxième paramètre très pesant, les addictions, notamment bien sûr les addictions à l'alcool. 90% de nos procédures, donc c'est un contexte d'addiction et parfois d'addiction très massive. Le parquet et la justice d'une manière générale se sont mobilisés depuis la mise en place du Grenelle pour que effectivement dans le cadre des missions de la justice nous puissions effectivement nous réorganiser. Et ça a été le cas du parquet de Nouméa. Nous nous sommes réorganisés pour mieux traiter ces procédures. Alors au-delà de l'accueil bienveillant dans les services de police ou de gendarmerie pour les victimes, c'est bien sûr la question de la réactivité dans la conduite de l'enquête qui est au centre des enjeux. Le but, c'est de traiter le plus rapidement possible, effectivement, ces procédures. Pourquoi ? Parce qu'il y a très clairement une question de sécurité de la victime, de sécurité des enfants. On l'a vu dans un certain nombre d'affaires dramatiques d'homicide conjugal, où, par exemple, sur 2022, nous avons eu 3 homicides conjugaux. Il n'y avait eu aucune alerte par rapport à ces 3 homicides conjugaux. Il n'y avait eu aucune plainte, aucun signalement, y compris de l'entourage, alors que manifestement l'entourage était informé du comportement agressif donc des auteurs. 3 hommes en 2022. En 2023, nous avons un homicide conjugal, une femme auteur, donc sur son compagnon. Donc, ce qui est très très important de comprendre, c'est que nous nous sommes organisés au niveau du parquet avec un parquetier, un magistrat du parquet, Richard Dutot, qui est en charge de cette problématique des violences conjugales, qui est assisté d'une chargée de mission, qui est juste en face de moi, Emeline. L'idée, c'est d'appuyer les officiers de police judiciaire sur une méthodologie par rapport, bien sûr, au traitement de ces procédures et au délai de traitement de ces procédures. Nous sommes arrivés à 20 jours, 22 jours en moyenne pour traiter ces procédures. Ça signifie quoi ? Ça signifie que l'on a mis un certain nombre de règles en place. C'est quoi ? C'est d'abord le placement en garde à vue qui est systématique désormais, parce qu'il est suivi d'une perquisition aux fins de découverte, enfin de recherche et de découverte des armes. Et les armes sont systématiquement retirées. Les armes à feu, bien sûr, mais aussi d'autres armes par destination sont retirées donc du domicile pour protéger la victime. C'est donc effectivement une évaluation de la situation de la victime, avec parfois, au cours de l'enquête, des évaluations familiales qui sont faites notamment par la DAVI ou d'autres structures. Et puis c'est très, très important, c'est l'évaluation du préjudice de la victime. Ce qui compte désormais au parquet, c'est d'avoir un certificat médical donc justifiant effectivement du degré de préjudice, notamment préjudice corporel. Nous avons donc recours au médecin légiste dans le délai de la garde à vue pour nous permettre d'orienter le plus rapidement possible cette procédure. Donc vous voyez que effectivement c'est la gestion du temps qui est très importante pour nous, de manière à pouvoir bien traiter cette procédure au vu des risques que je vous ai donc indiqués précédemment. Le parquet a plusieurs options, bien évidemment. Le parquet, encore une fois, a pour pratique de poursuivre les auteurs, même lorsque la victime se montre très ambivalente, refuse de déposer de plainte,
Nous avons eu plusieurs condamnations dans une procédure où la victime a refusé d'être entendue, refus d'être entendue. Hein. Alors on essaye de travailler l'enquête avec l'entourage, parfois avec le témoignage des enfants, hein, d'un certain âge bien sûr, pour venir appuyer la culpabilité, donc effectivement, de l'auteur. Avec notamment les certificats médicaux qui peuvent, dans un certain nombre de cas, nous être produits. Hein. Nous faisons parfois des réquisitions au centre hospitalier, hein, pour avoir effectivement des éléments lorsque la victime refuse de se déplacer au rendez-vous du légiste pour l'examiner. Ce qui compte, c'est de donner à ces procédures une réponse pénale. Alors, la réponse pénale, elle est bien sûr graduée, hein, en fonction de la gravité des violences, en fonction également, bien sûr, des antécédents judiciaires du mis en cause. Il a été proscrit désormais, hein, en cette matière de violence au sein du couple, un certain nombre de mesures, comme le rappel à la loi, enfin l'actuel avertissement pénal probatoire, comme la médiation. Ce sont des réponses pénales qui ne sont plus possibles, qui ne sont plus éligibles, hein, en la matière. Le parquet a pour pratique, effectivement, sur la peine, enfin, l'orientation et la sanction la moins lourde, c'est de pratiquer une composition pénale intégrant, effectivement, un stage de sensibilisation, de responsabilisation au relais. Hein. Donc ce stage, c'est effectivement le moyen de faire réfléchir l'auteur de l'infraction qui effectivement a été démontré, hein, qui est constitué pour des violences finalement légères. Hein. Une gifle, c'est un acte de violence. C'est ce que nous répétons en permanence aux auteurs. Par moment, effectivement, nous avons voilà, des yeux écarquillés, parce que voilà, pour certains, la gifle n'est pas un acte de violence. Bah si, c'est un acte de violence et qui justifie une réponse pénale. Donc la composition pénale avec ce stage, parfois ça peut être également une amende, hein, voilà, différentes formes. Nous avons mis en place depuis février 2021 cette peine complémentaire de stage de responsabilisation des auteurs de violences conjugales en partenariat avec la province Sud et le Relais. Hein, depuis février 2021, c'est plus de 600 mesures, 600 peines complémentaires ordonnées. Tout cela pour des primo-délinquants qui peuvent être condamnés pour avec cette peine, notamment lors de nos audiences de plaidé coupable, hein, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Nous avons augmenté ces audiences, hein, le volume des audiences. Nous avons 6 audiences par mois désormais, notamment pour répondre et pour mieux traiter ces procédures de violence conjugale, donc avec souvent pour des faits, un premier fait de violence, hein, au-delà de violences dites légères, hein, c'est effectivement une peine d'emprisonnement avec sursis qui est donc proposée à l'auteur. Souvent, c'est 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 mois. Et puis, cette peine complémentaire du stage de responsabilisation à la province Sud, au Relais. Pour les infractions les plus graves, c'est bien évidemment la procédure de comparution immédiate, hein, qui est le choix privilégié du parquet, avec des peines conséquentes, notamment lorsque les violences sont très graves ou lorsqu'il s'agit de récidivistes. Juste un chiffre, au centre pénitentiaire de Nouméa, c'est à peu près 20% de personnes détenues pour violence au sein du couple.
hein, avec des peines de plus en plus lourdes, et j'allais dire légitimement de plus en plus lourdes, pour des auteurs qui, effectivement, continuent à agresser physiquement leurs compagnes, leurs conjoints, principalement des hommes. On a 9 victimes sur 10 qui sont des femmes, donc une vraie difficulté vis-à-vis de ce profil récidiviste, avec des peines qui peuvent être, effectivement, vous voyez les comptes rendus judiciaires dans la presse, qui peuvent effectivement monter à plusieurs années d'emprisonnement ferme. Voilà. Ce qui compte, c'est, avec notre organisation au parquet, c'est d'être vigilant pour protéger les victimes, y compris lorsque la peine a été prononcée et y compris lorsque la peine a été exécutée. Et c'est d'où cette vigilance de notre chargé de mission lorsque les condamnés pour violence conjugale sont sortants. S'il n'y a pas de mesure d'aménagement de peine, s'il y a une sortie dite sèche, il est impératif, c'est une obligation de prévenir la victime. De prévenir la victime de la sortie, effectivement, de l'auteur condamné, donc, par rapport à cette procédure. Donc voilà, donc une réactivité qui est de tous les instants, en lien avec les associations, que je remercie une nouvelle fois. Puis nous avons 2 projets. Nous avons 2 projets très importants qui sont nés avec cette démarche partenariale. Le premier projet, c'est la création. Normalement, nous allons concrétiser ce projet début janvier. C'est la création d'un centre d'accueil et de suivi des auteurs de violences au sein du couple, en lien, bien sûr, et sous l'impulsion à la fois d'Isabelle Chamorro, de la présidente de la province Sud, et donc de la justice. Nous tenons absolument à mettre en place cette structure qui permettra d'y accueillir dans le cadre d'un contrôle judiciaire, avec une interdiction de contact, bien sûr, prononcée, et une obligation de résider dans ce foyer les auteurs présumés de violences conjugales. Tout cela pour donner corps à une règle qui doit être, effectivement, le principe, c'est l'éviction du conjoint violent du domicile pour ne pas avoir une double peine pour la victime et les enfants. C'est de devoir quitter le domicile. Cette formule se fait déjà, c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué parce que parfois l'auteur présumé n'a pas d'hébergement possible. Il faut le mettre en place, il faut la mettre en place, cette mesure, j'allais dire, pour répondre à certains besoins, qu'il s'agisse d'une éviction effectivement d'un logement familial classique ou d'une éviction de la tribu, où c'est effectivement un peu plus difficile, mais en tout cas, ça peut être, bien sûr, la décision de la justice, du parquet et du juge des libertés de la détention. Accueil d'urgence de ces auteurs, mais aussi accompagnement pluridisciplinaire avec un psychologue, avec effectivement un assistant social, et puis préservation aussi de l'insertion professionnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de permettre à un auteur présumé de continuer à travailler, et notamment pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc ça, c'est un premier projet, donc avec une contribution de la justice, notamment des services pénitentiaires, contribution annuelle sur un plan pluriannuel, donc ça c'est important. Le deuxième projet, c'est l'amélioration de l'accompagnement des victimes avec la création d'une unité médico-judiciaire hospitalière. Il nous apparaît impératif que le dispositif de médecine légale, qui est actuellement porté par des médecins légistes qui sont constitués en association, qui font vraiment leur travail avec toute
la compétence et la disponibilité, ben, cette structure de médecine légale doit se situer en milieu hospitalier, où nous avons le DAV, hein, qui est une forme d'embryon sur l'accompagnement pluridisciplinaire donc des instituts de médecine légale tels qu'on les connaît en métropole, notamment, ou dans les DOM. Et donc l'idée, c'est vraiment de replacer cette unité de médecine légale, l'unité médico-judiciaire, à l'hôpital, au Medipôle. C'est un projet effectivement très, très lourd qui justifie voilà, l'appui et la contribution du territoire, de l'État, du ministère de la Justice. Tout cela pour améliorer la prise en charge de la victime. Pourquoi ? Parce que la victime de violence au sein du couple, elle arrive à un moment donné à l'hôpital où elle est soignée. Eh bien, c'est à ce moment-là, parce qu'il ne faut pas la perdre en cours de route, c'est à ce moment-là que l'on a besoin et de notre examen par un légiste pour apprécier de manière juste, hein, avec toute la technicité possible, son préjudice, mais également d'enclencher à la fois les interventions des associations, mais aussi l'accompagnement psychologique, hein, qui est déterminant, l'accompagnement psychologique. Donc voilà, 2 projets importants que nous portons, hein, avec le territoire, avec l'idée, voilà, c'est de continuer à étoffer les dispositifs en place. C'est effectivement pour nous capital. L'idée, c'est absolument de faire reculer cette violence qui est insoutenable, inadmissible, et qui justifie vraiment toute l'attention de tous. C'est une responsabilité collective, hein. Il faut que chacun dans son entourage, dans son quartier, puisse aussi avoir les bons réflexes pour faire reculer cette violence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le procureur, pour votre intervention. Maître Chatin et maître Devraine, souhaitez-vous intervenir sur cette question également ? J'y vais ? Tu vas après ? D'accord. Oui, je vous remercie, monsieur le procureur, d'avoir parlé notamment de ces 2 dispositifs que le barreau appelle de ses voeux depuis plus de 15 ans, mais on sait bien qu'en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas être pressé quand il y a des choses importantes et on prend toujours conscience un peu plus tardivement que la métropole des problèmes. Je veux juste revenir, j'ai entendu parler, hein, du maillage des associations et qui est très très important sur le territoire pour permettre aux victimes de se reconnaître en tant que victimes et éventuellement d'entamer des démarches pour se protéger. Je veux exposer le fait que le barreau de Nouméa est aussi extrêmement réactif. Et d'ailleurs, j'ai pas entendu vous remercier le barreau de Nouméa pour leur réactivité auprès des auteurs présumés et des victimes, parce que nous aussi, nous sommes de permanence, nous sommes de garde à vue la nuit, nous intervenons systématiquement, même bien très souvent en urgence. Quand l'administrateur ad hoc, l'association SOS Violence est désigné administrateur ad hoc, on intervient tout de suite pour pouvoir prendre en charge les victimes lors des audiences, parce qu'effectivement, comme vous l'avez précisé, il y a des audiences, les audiences de comparution immédiate, c'est des audiences quasiment du jour au lendemain. Donc il faut être absolument réactif, parce que les victimes ont besoin d'être accompagnées lors de cette audience, et les auteurs ont besoin aussi d'être accompagnés lors de ces audiences, parce que l'idée et que s'il y a malheureusement eu des atteintes aux victimes et qu'on a des personnes, que ce soit très souvent des femmes et maintenant de plus en plus des enfants qui ont été victimes de violences au sein de leur propre foyer, il faut qu'on puisse sortir de cette spirale de violence. Et pour sortir de cette spirale de violence, en tant qu'avocat, et je pense que Sophie ne contredira pas, il est très très important de passer par la case justice. La reconnaissance du statut de victime, il n'est pas au préalable. La reconnaissance du statut de victime, il est parce que la victime arrive à passer par la justice. Et c'est pour ça que nous avons mis en place, le barreau, une
une permanence. On a une permanence pour les auteurs, bien évidemment, tous les auteurs de quelque exaction que ce soit, et notamment de violences, sont accompagnés par un avocat s'ils le souhaitent, à toutes les audiences. Mais les victimes aussi, maintenant, il y a une permanence victime qui est organisée pour que le mardi et le vendredi, quand il y a des audiences, les victimes puissent être accompagnées également. Nous estimons, enfin j'estime, mais je pense que je parle au nom du barreau, que les victimes, en fait, quand elles vont porter plainte ou quand elles acceptent de se retrouver dans un commissariat, devant un officier de police judiciaire ou un officier de gendarmerie, c'est parce qu'elles ont besoin que ça s'arrête. Elles veulent que ça s'arrête. Parfois, et même souvent, ce sont les voisins qui ont appelé parce qu'à un moment on n'en peut plus, on entend les enfants qui crient, on entend des coups et on appelle les services de l'ordre. Mais les victimes, en fait, c'est pas parce qu'elles ont été violentées par leur conjoint ou parce que les enfants ont été violentés qu'elles font confiance à la justice et qu'elles pensent que la justice va les aider. Elles ont plutôt l'impression souvent qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues, qu'on va les empêcher de continuer à vivre normalement avec leur mari. Elles savent bien, elles, et on en a parlé tout à l'heure, qu'au fond, c'est très compliqué. On a une cellule familiale, il y en a qu'un qui travaille, on est habitué à prendre des coups parce que de toute façon, on en a pris. Quand on était enfant, on voyait papa qui tapait sur maman, donc on pense que c'est normal, et c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce conjoint violent. Le conjoint violent, il a vu son père taper sa mère et il a trouvé que, et il a pris des coups lui aussi, et il pense que c'est comme ça qu'on éduque les enfants pour en faire des gens qui vont bien. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Les victimes, moi, souvent, quand je les reçois, elles me disent je voulais pas porter plainte parce qu'on m'a dit que mon mari, il allait aller en prison pendant 3 ans et c'est pas ce que je veux. Voilà, il y a quand même une information qui est tout à fait erronée. Donc nous, en tant qu'avocats, on fait le lien, on est le lien, je pense, entre les victimes accompagnées aussi par les associations. Moi, je travaille beaucoup avec l'association SOS Violence parce que c'est vraiment elles qui permettent que la victime va venir vous voir et va accepter la présence d'un avocat, va accepter de se retrouver devant un juge, devant un tribunal et de pouvoir s'exprimer à ce moment-là. Et c'est vrai que pour une victime, le fait d'être capable, même si elle aime son conjoint, de venir à la barre devant un tribunal et de venir dire voilà, oui, effectivement, je suis victime de violence et j'en souffre, et je voudrais que mon mari l'entende devant tous les gens qui sont là, je voudrais qu'il entende ma souffrance, qu'il entende que je l'aime, mais que je ne peux plus vivre dans ces conditions, que je ne peux plus me retrouver enfermée dans la chambre avec mon petit enfant parce que j'ai peur des coups, parce qu'il tape à la porte, parce qu'il est ivre, que c'est insupportable et qu'il faut qu'il demande de l'aide et qu'il accepte de l'aide. C'est très très important que son conjoint soit accompagné d'un avocat aussi qui vienne dire monsieur prend conscience, monsieur entend ce qui est dit, mais monsieur, il a toute son éducation, toute sa culture derrière lui. Alors, ça me dérange de parler de culture parce que c'est plutôt de l'éducation derrière lui ou les connaissances qu'il a, qu'il faut qu'il n'est pas capable de réagir autrement. Il y a un vrai travail qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il entende, monsieur, qu'il est en train de perdre sa femme, ses gosses, qu'une procédure risque d'être mise en place, qu'il va se retrouver tout seul et qu'il a besoin d'être accompagné. Tout ça, ça se passe quand même au moment de l'audience pénale. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que la victime bénéficie de cette audience pénale, qu'elle soit capable d'aller jusqu'à cette audience pénale, parce que c'est très important, et qu'elle soit capable d'en tirer un profit personnel de compréhension. C'est nous aussi qui accompagnons les victimes par la suite dans le cadre de leur indemnisation, dans leur cadre aussi de leur protection, de l'ordonnance de protection, parce que c'est quand même un juge qui va prendre les décisions, donc il faut que les dossiers soient bien préparés, et puis qu'ils soient capables de demander des dommages et intérêts, de suivre la procédure pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, puisque les victimes ont le droit d'être indemnisées, et si l'auteur ne peut pas les indemniser, elles seront indemnisées par un fonds de garantie via une juridiction spécialisée qui s'appelle la CIVI. Donc ça, c'est notre travail. Et c'est notre travail aussi quand on défend des auteurs, parce qu'en tant qu'avocat, on défend aussi bien des victimes que des auteurs, des fois un peu plus d'empathie pour les victimes que pour les auteurs, ça dépend un petit peu de notre façon de travailler. Il faut qu'on accompagne les auteurs pour leur expliquer, que l'audience, c'est une chance pour eux.
une chance pour eux peut-être soit de reconquérir leur conjoint, de continuer leur vie de famille, soit de mieux se comporter quand c'est mort avec la famille, qu'on a été trop loin, de mieux se comporter avec une prochaine, peut-être une prochaine famille. Et ça, c'est notre travail aussi. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Maître Chatin. Pour rebondir sur votre propos, je vais tout de suite vous poser la question sur le rôle que vous avez en tant qu'avocate. Est-ce que pour vous, il est différent de celui que vous pourriez avoir dans d'autres affaires? Et je laisse Maître De Vreenne prendre la parole. Je vous remercie. Je vais en profiter pour répondre en même temps compléter surtout les propos tenus par mon confrère Laure Chatin, parce qu'en réalité, l'avocat, il intervient durant toute la phase, que ça soit sur le plan pénal de l'enquête, par le procès, et dans le cadre de l'instruction lorsqu'une information est ouverte, donc ça répondra à votre question sur l'éventuelle correctionnalisation qui serait proposée, que sur le plan familial. Alors sur le plan pénal, au moment de l'enquête, on vous a expliqué comment se passait le dépôt de plainte. Je voudrais rebondir sur l'accueil priorisé qui est réalisé pour les victimes d'infraction. Parfois, pour des raisons de service ou tout autre, ou parce que la plaignante n'a pas su se manifester, parce qu'elle n'a pas voulu appuyer sur le bon bouton, la plainte n'est pas forcément suivie dans le cadre du process qui vous a été décrit. C'est à ce moment-là que généralement elle démarche un avocat en expliquant voilà, j'ai déposé plainte pour des violences il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je n'ai pas de suite, que se passe-t-il? Donc là, le rôle de l'avocat, c'est de se renseigner, de démarcher les différents services du palais. Vous en avez plusieurs, soit contacter le service du parquet avec les procureurs de la République, soit aller voir le bureau d'ordre. C'est un service qui recense toutes les plaintes et qui nous permet de savoir un petit peu l'enquête en cours, si elle a rejoint le palais, si un classement sans suite, par exemple, a été ordonné, ou si prochainement un avis à victime sera délivré. Ça, c'est notre rôle. Souvent, nous avons une réponse, et dans un second temps, donc, c'est de recevoir de nouveau la victime pour lui expliquer la réponse pénale apportée, si une réponse il y a eu. S'il n'y a pas de réponse, ou s'il y a un classement sans suite, il arrive aussi parfois qu'elles ne le reçoivent pas et qu'elles ne sont pas informées. Et là, c'est notre rôle, puisqu'elles sont dans notre cabinet, de leur expliquer ce que signifie un classement sans suite et pourquoi pas de solliciter la copie de la procédure pour qu'on puisse regarder ensemble et leur expliquer ce que signifie une infraction insuffisamment caractérisée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que comme l'a très bien expliqué monsieur le procureur, parfois on a des difficultés de preuve, on a un entourage qui ne se manifeste pas, on n'a pas d'alerte, pour reprendre les propos, et il est difficile de caractériser les violences. Et comme vous l'a également expliqué l'adjudant Lepez, tout ce qui concerne les violences psychologiques, c'est parfois, et bien souvent même, compliqué à démontrer. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'avocat, c'est de leur expliquer le fonctionnement juridique, et que parfois le judiciaire, le juridique contrevient à ce qu'elles vivent à leur domicile. Lorsqu'il y a une audience, donc c'est la phase que j'appelle correctionnelle, si on reste sur un délit, le rôle de l'avocat, c'est de préparer le dossier avec elle. Donc, je pars du principe que nous sommes partie civile, c'est-à-dire que la victime souhaite être présente à l'audience. Soit elle souhaite être présente à l'audience, se constituer partie civile au soutien de l'action publique, c'est-à-dire qu'elle est d'accord pour que l'auteur présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement de culpabilité soit rendu, soit jugé. Et donc dans ce cas-là, elle acquérera à ce moment-là le statut de victime, soit elle souhaite également être indemnisée, et donc on lui explique les règles de l'indemnisation, parce qu'en droit français, la reconnaissance de la victime passe aussi par l'attribution de dommages et intérêts. La préparation de l'audience se fait à travers un ou plusieurs rendez-vous, ça dépend de la personne. On leur explique ce qu'a dit la personne qui sera jugée. On leur explique aussi s'il y a eu des témoins, s'il y a des choses, et également on leur montre les certificats médicaux. On leur demande si des séquelles restent, si par exemple lorsque vous avez une mâchoire cassée, s'il y a des opérations à faire, si vous avez des os du nez cassés, ce qu'il va falloir opérer. Pourquoi? Parce que c'est important ensuite d'expliquer au tribunal qui jugera
que cette personne-là, en plus des coups reçus, eh bien, elle aura peut-être des conséquences physiques et il faut les anticiper par exemple, une demande d'expertise médicale. Et là, je rejoins, c'est ce qu'expliquait Laure, l'avocat, à ce moment-là, il va assister à l'expertise, il va alerter le médecin sur les documents nécessaires à réunir, il va alerter le médecin sur attention, cette dame a aussi d'autres rendez-vous pour pouvoir estimer son préjudice et ensuite l'indemniser. À l'audience même, nous sommes présents, bien évidemment, nous plaidons pour elle, nous l'assistons, nous nous asseyons à côté d'elle parce que, et c'est une spécificité pays, bien souvent les victimes sont seules à l'audience, il y a rarement de la famille, rarement des amis, rarement des proches, ou lorsqu'ils sont là, les audiences étant parfois longues et préfèrent rester dehors, elles préfèrent aussi rester dehors parce qu'elles viennent avec les enfants. Donc la seule personne sûre qui est présente, c'est l'avocat et également l'association SOS Violence qui est souvent aux audiences. Ensuite, lorsque le tribunal rend sa décision, rend son jugement, eh bien nous leur expliquons ce que ça signifie. Lorsqu'il y a une interdiction de contact de prononcer, on leur explique qu'elles aussi n'ont pas à se rapprocher de l'auteur, qu'il va falloir qu'elles apprennent à vivre sans lui, que si elles se rapprochent de l'auteur des faits, malgré cette interdiction, elle le place en difficulté. Lorsqu'il y a aussi des dispositions prises par rapport à l'autorité parentale, parce que lorsque les faits sont extrêmement violents, le tribunal peut décider de retirer l'autorité parentale. Il faut leur expliquer ce que ça signifie, il faut leur expliquer que maintenant elles sont seules pour gérer tout ce qui est l'inscription scolaire, par exemple, pour gérer les allocations. Donc là, nous avons aussi besoin de ce maillage associatif et notamment des assistantes sociales qui sont le relais, puisque à ce moment-là, l'avocat sort un petit peu de son rôle. Lorsque une information judiciaire est ouverte, c'est-à-dire lorsqu'un juge d'instruction est saisi, c'est-à-dire que le juge d'instruction va poursuivre l'enquête avec d'autres moyens, normalement, le Code de procédure pénale prévoit que la victime doit en être informée immédiatement, qu'une ouverture d'information a eu lieu et qu'elle a la possibilité de se constituer partie civile. Il arrive que parfois, cette information ne parvient pas immédiatement, mais parvient avec une convocation à une audition. Et il arrive bien souvent que cette convocation à l'audition arrive en fin de procédure. Donc là, le rôle de l'avocat est extrêmement important. Il se doit d'être particulièrement réactif, puisqu'il va falloir qu'il consulte le dossier, et il va falloir qu'il voit si tous les actes dans l'intérêt de la victime ont bien été réalisés. Et s'il estime que ce n'est pas le cas, toujours de concert avec la victime, eh bien proposer des actes, proposer des expertises, en tout cas en solliciter, et faire tout un tas de démarches. Et parfois, parfois, ça arrive qu'il n'y a rien de tout ça, que la victime arrive dans notre cabinet avec une plainte qui date de très longtemps, que le magistrat instructeur a fait son instruction et qu'on apprend, en démarchant toujours les services, que la clôture va bientôt arriver, voire est déjà arrivée, et le dossier est renvoyé à l'audience, la correctionnalisation, sauf si c'était un délit, sans que la victime ait été entendue. Et là, c'est très compliqué parce que lorsque vous êtes victime, comme l'expliquait Laure, et que la justice ne vous a pas entendu, eh bien, la dernière personne chez qui on va, c'est chez l'avocat, parce que l'avocat, il a nécessairement une solution. Eh bien, parfois, il n'en a pas, et parfois, il ne reste que l'audience. Et donc, j'en reviens à ce que je vous expliquais, et la nécessité d'être présent pour essayer de rétablir un équilibre, c'est-à-dire que la victime se sente entendue, même si elle ne l'a pas été durant toute la phase d'enquête ou d'instruction, mais qu'en sortant de l'audience, elle dise « c'est bon, là, j'ai été écoutée ». Ça rejoint donc votre question sur la correctionnalisation. Avant de savoir s'il y a un intérêt, si c'est bien ou pas, il faut savoir ce que c'est. La correctionnalisation, c'est lorsqu'une information judiciaire est ouverte pour un crime et que l'état de l'information ne permet pas forcément ou de qualifier de manière certaine le dit crime, ou bien parce que les délais d'audiencement devant la cour d'assises sont extrêmement conséquents et que la fragilité de la victime ou son envie de célérité pousse le magistrat instructeur à solliciter à ce qu'une infraction de moindre impact, donc plutôt de qualifier le crime en délit, pour permettre de renvoyer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Pour ce faire, il faut l'accord de la victime.
C'est une discussion qu'il y a lieu en cabinet avec elle, savoir si elle souhaite avoir un jugement plus rapide. J'ai envie de dire que cet argument aujourd'hui, au regard des délais de justice, n'est plus très convaincant, puisque parfois nous avons des audiencements en délai correctionnel avec pratiquement 9 mois actuellement. Je ne sais pas si la célérité peut s'avouer. Oui, monsieur le procureur ? Ah, je ne doute pas qu'il y a beaucoup de critiques qui vont fuser. J'ai pas encore entamé les CRPC. Je ne sais plus du coup ce que je disais. Oui, pour la correctionnalisation, il y a aussi le fait de savoir si la victime, au regard de sa fragilité, sera capable de tenir une session d'assises. Le procès d'assises peut avoir lieu sur plusieurs jours. C'est quelque chose de très éprouvant. Elle sera amenée à s'exprimer en public, devant des jurés. Donc peut-être qu'elle ne le souhaite pas. Et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir aussi cet intérêt à la correctionnalisation. Je profite, avant les critiques à venir, pour répondre sur le rôle de l'avocat quand on est auteur, quand on est du côté des auteurs. Donc, comme l'a dit Laure, effectivement, ça commence dès la garde à vue, que ça soit dans le cadre des permanences ou même si nous sommes sollicités à titre personnel. La garde à vue, vous avez un entretien de 30 minutes au cours duquel il faut expliquer à la personne pourquoi elle est là, ce qu'elle encourt, ce qu'elle risque, et répondre à toutes ces interrogations. Lorsqu'il s'agit d'auteurs, on est sur un colloque de violence conjugale de vif, donc on leur explique ce qu'il peut y avoir au dossier, quelle est la meilleure posture à adopter, et puis on essaye de créer un lien un petit peu d'empathie, parce qu'en 30 minutes c'est compliqué, et puis il faut bien garder à l'esprit que, nonobstant ce qu'on leur reproche, ils demeurent présumés innocents. Qu'ils sont enfermés dans ce que j'appelle une cage, et que l'entretien avec l'avocat se fait dans un tout petit bureau. C'est pas facile, ils ne sortent pas, ils ne sont pas forcément lavés dans un premier temps. Les repas, ils ne peuvent pas manger comme ils l'entendent, ils sont distribués à heure fixe. Nous assistons aux auditions, ça nous permet de cerner un petit peu plus ce qui est reproché, un petit peu les positions de chacun. Et puis ensuite, le parquet, comme vous l'a expliqué monsieur le procureur, décide des suites à donner. Partons du principe qu'il y a, par exemple, une réponse immédiate donc, de CRPC, plaidé coupable. Le plaidé coupable, en soi, c'est quelque chose qui est compliqué en matière de violence familiale, même si la loi l'y autorise. Je comprends la politique du parquet qui souhaite une réponse immédiate et ferme, mais là encore, les délais d'audiencement sont un petit peu compliqués. Et puis, la difficulté, c'est que les victimes ne sont pas entendues en matière de CRPC, parce que vous n'avez pas d'audience. On ne reprend pas les faits. C'est une discussion sur la peine entre l'auteur des faits et le ministère public, auquel la victime ne participe pas. Ensuite, la victime est présente durant la phase d'homologation, c'est-à-dire lorsque le magistrat homologateur valide ou non la peine proposée, et elle n'est pas plus entendue puisque nous sollicitons à ce moment-là que des dommages et intérêts. Nous pouvons dire quelques mots pour expliquer comment elle se ressent, ne serait-ce que pour justifier des dommages et intérêts que nous sollicitons, mais pas plus. La victime ne peut pas exprimer ce qu'elle ressent, elle ne peut pas exprimer comment elle a vécu les faits. Ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Et lorsque, malheureusement, la victime a des séquelles et qu'il est obligé de solliciter une expertise, eh bien, nous retombons sur la difficulté d'avoir une autre audience, une audience sur les intérêts civils, et qui est une procédure essentiellement écrite et qui n'est pas du tout satisfactoire non plus pour les victimes, puisque c'est une question uniquement de chiffres. Lorsque la réponse pénale est une audience correctionnelle pour l'auteur des faits, donc nous recevons cet auteur, nous préparons l'audience de manière différente, parce que le but, c'est quand même de leur faire prendre conscience que les faits reprochés sont assez abjects, qu'il n'y a pas lieu de tenir ce genre de comportement, quel que soit le motif invoqué et l'excuse expliquée. Il est aussi important de travailler sur la peine, et je pense que c'est le rôle de l'avocat en défense, pour éviter la réitération des faits et surtout trouver une peine juste et adaptée qui lui permette à la fois de lui donner un sens, que cette personne puisse travailler tout en n'étant pas désocialisée si elle a un travail et un entourage familial.
Il faut aussi les préparer à ces nouvelles dispositions que sont le retrait de l'autorité parentale ou la suspension de cette autorité parentale, parce que ça signifie qu'ils n'auront plus de lien avec leur enfant, qu'ils seront un petit peu privés de cette parentalité. Et bien souvent, c'est très important parce que on peut constater que les enfants sont un lien et sont un vecteur de violence conjugale, intrafamiliale, selon la personnalité. C'est aussi important à l'avocat de savoir si cette personne présente éventuellement des troubles, si on a l'impression qu'elle n'est pas cohérente, et s'il est nécessaire de demander une expertise psychiatrique au tribunal pour savoir si la personne est responsable ou pas pénalement. Et ensuite, dans le cadre de l'instruction criminelle ou délictuelle, c'est-à-dire l'ouverture d'une information, le rôle de l'avocat est sensiblement identique. Donc pour répondre à votre question, non, le rôle de l'avocat, à mon sens, est différent, qu'il soit du côté partie civile, victime, ou du côté auteur. Il est aussi d'une approche différente, qu'on soit sur une matière délictuelle ou sur une matière d'ouverture d'information. Et l'intérêt de la correctionnalisation, in fine, il dépend de la personnalité de la victime, du contexte judiciaire et des contingences de la justice au moment où on peut l'apprécier. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse toute faite et unique. Merci, Maître Devraine. Pour un souci de temps, je vais donner maintenant la parole à Monsieur le procureur pour rebondir sur la pratique de la correctionnalisation judiciaire. Et après, nous clôturons cette table ronde pour laisser le temps de débattre avec le public sur la table ronde numéro 1 et numéro 2. Alors, merci. Très brièvement, la correctionnalisation, effectivement, c'est une pratique judiciaire. C'est une pratique judiciaire qui suppose une discussion entre le magistrat instructeur, qui est saisi de faits de viol, avec une mise en examen parfois pour des faits, bien sûr, de viol par conjoint, ou de faits de violence ayant effectivement causé une infirmité avec une arme. Vous avez plusieurs situations, effectivement, qui rentrent dans ce champ. Très clairement, la justice ne renvoie pas devant le tribunal correctionnel un dossier lorsque la victime s'est opposée à la correctionnalisation. Donc le parquet intervient dans ce débat, mais en tout cas respecte totalement la position de la victime, qui peut s'opposer à cette correctionnalisation, et le dossier effectivement renvoyé dans ce cas vers la cour d'assises. Vous avez quand même un certain nombre de victimes qui font le choix, alors après échange avec leur avocat, ça c'est effectivement dans le cadre de la relation et de l'assistance de la victime par son avocat, et strictement dans ce rôle. Les magistrats n'interviennent pas, bien évidemment. Cette évaluation du cours de la procédure, parfois devant la cour d'assises, c'est plus compliqué, c'est plus long. On a aussi, bien évidemment, un jury, et des jurés qui peuvent parfois ne pas être convaincus. Parfois, il y a un risque aussi dans certains dossiers. Donc, tout ça, c'est à apprécier au niveau de la victime et de son avocat. C'est un choix, effectivement, très clair. Voilà. L'idée, dernier point, on a parfois des différences d'approche, etc., entre avocats et magistrats. En tout cas, le parquet, il a une politique très claire, c'est effectivement de bien traiter les procédures en matière de violence conjugale et de faire juger le plus vite possible. Parce que pour arrêter un processus, pour arrêter une spirale de violence, et pour répondre effectivement aux exigences d'un bon traitement de ces faits. Voilà, c'est tout. Alors après, on peut parfois s'opposer à des renvois à l'audience. C'était un peu ma remarque précédemment. Mais c'est tout. Chacun est dans son rôle.
l'avocat en défense peut très bien dire, ben non, c'est un droit, par exemple, en comparution immédiate, c'est effectivement demander un renvoi pour préparer la défense, c'est un droit. Mais chacun remplit sa mission comme il l'entend. On a parfois des différences d'appréciation. Ce qui compte, en tout cas pour nous, c'est de dérouler une politique pénale, effectivement, offensive, avec de la fermeté, parce qu'il faut de la fermeté sur ce type de fait, et puis essayer de développer la pédagogie avec des outils pédagogiques, hein, bien évidemment, et notamment ces stages de responsabilisation. Voilà. Après, chacun remplit ses missions. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Nous allons commencer l'échange avec le public. Tu veux des... Si vous avez des questions. Okay. Alors, mon collègue de ce côté, moi de ce côté, on se fait signe. Donc il y a une première question par ici, une deuxième question de l'autre côté pour après. J'ai cru comprendre qu'il y avait un bureau spécifique au niveau de l'accueil pour les victimes de violences au tribunal. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que c'est des suppositions Alors, l'ADAVI tient des permanences, hein, donc l'association d'aide aux victimes l'ADAVI tient des permanences pour effectivement accueillir les victimes. Par exemple, lors de nos audiences de plaidés coupables, elles ont lieu effectivement tous les lundis et une fois sur deux le mercredi. Nous avons une permanence et avec des victimes qui peuvent effectivement, si elles ne se sont pas manifestées, être reçues par le permanent, le juriste de l'ADAVI. Ça, effectivement, ça fonctionne assez bien. Il y a des permanences donc, et de manière générale dans les sections détachées également, hein, à Koné, à Lifou. Hein, l'idée, c'est cela. Sur l'accès au droit, ce que j'ai entendu effectivement tout à l'heure est essentiel. Hein. Il faut développer l'accès au droit. D'ailleurs, une structure va être créée, hein, le Conseil territorial d'accès au droit. Enfin, un accès au droit sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des marges de progression très importantes. Effectivement, pour compléter la réponse de Monsieur Dupas et pour vous répondre, Madame, nous avons des permanences tous les jours au tribunal de 7h30 à 11h30, gratuits, sans rendez-vous et en toute confidentialité. Donc on a un bureau vraiment accessible à tout le monde au tribunal. Voilà, et c'est tous les jours, tous les lundis, tous les mardis de 7h30 à 11h30. Le mercredi, en fonction des CRPC, de 7h30 à 11h30. Tous les jeudis et un vendredi sur deux où il y a soit un juriste qui reçoit dans le cadre du bureau d'aide aux victimes, soit notre psychologue aussi qui reçoit un vendredi sur deux dans le cadre de soutien psychologique. Donc gratuit, confidentiel, c'est vraiment les deux grands principes de ces bureaux d'aide aux victimes. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense qu'on n'a pas trop le temps. Voilà. Est-ce que je peux compléter la réponse ? Il y a aussi l'association SOS Violence qui a un numéro gratuit, le 05 11 11, qui accompagne physiquement toutes les victimes de violences qui s'adressent à l'association. On intervient aussi bien dans l'urgence que dans des accompagnements de procédures sur plusieurs années. Donc voilà, le numéro gratuit et l'association restent à disposition des victimes en partenariat avec les avocats. Bonjour à toutes et à tous. Le parquet Yves Dupas a évoqué quelque chose d'important, notamment dans le rôle de chacun. Je m'explique, le rôle de chacun, et je soulignerai l'importance. Vous avez, on avait parlé ça sur la table ronde numéro 1. Également, on a continué à parler de l'importance de la présence des associations dans toutes ces violences, dans les violences conjugales. Et je trouve que
le rôle de chacun, notamment dans la famille. Chacun, que ça soit en famille, que ça soit dans les entreprises, chacun a un rôle à jouer pour éviter, pour prévenir que toutes ces violences surgissent. Je trouve que chacun a sa pierre, a sa petite pierre à apporter pour construire, pour améliorer la situation, les situations dans les familles. D'où l'importance, bien sûr, que les associations sont là pour aider ces familles qui sont souvent violentées, qui subissent souvent ces violences conjugales. Mais je trouve que chacun et chacune de nous a notre rôle aussi à apporter pour que ces violences s'arrêtent. Que ça soit dans nos familles, que ça soit dans les entreprises, d'où la présence de mon collègue et moi. Nous représentons une grande entreprise aussi ici en Calédonie, d'où notre présence ici aujourd'hui. Nous avons été également hier soir lors d'une conférence sur les cyberviolences. C'est passé à la station N. Et aujourd'hui, nous sommes là encore parce qu'il faut que ces violences cessent. Et chacun d'entre nous a son rôle, je répète, dans nos familles, dans nos écoles, dans les entreprises. Il faut que ces violences cessent. Et si tout le monde, chacun, apporte sa pierre à son niveau, les choses avanceront. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, Kim Jando, journaliste pour Actu, La Voix du Caillou. Excusez-moi. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans la première table ronde, c'est le manque d'options pour le long terme et le fait que ce problème soit très complexe. On parle parfois de femmes qui, comme ça a été mentionné, ne sont pas formées, n'ont pas d'emploi, donc c'est très compliqué de se réinsérer. Je me demandais quels sont les systèmes qui existent pour assurer l'après. C'est-à-dire qu'une fois que la personne coupable est en prison, par exemple, que le problème est réglé avec beaucoup de guillemets, qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'après? Comment on fait pour réinsérer cette personne? Comment on fait pour être sûr que cette personne ait assez d'argent, tout simplement, pour assurer la continuité de sa vie, et de ce fait qu'elle ne se retrouve pas de nouveau dans une situation de vulnérabilité, à devoir retourner dans une situation compliquée avec un homme qui pourrait être encore violent. Désolée, je genre la problématique, vous comprendrez, considérant les statistiques. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Cyrielle Mouilidou, responsable du Relais, service de traitement des violences conjugales de la province Sud. Donc, en termes de prise en charge pour les victimes sur le long terme, il existe aujourd'hui les CHRS, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. On a parlé effectivement de Béthanie, du CHU, des Manguiers, et ces dispositifs existent. Effectivement, il manque des places à l'heure d'aujourd'hui, mais ce sont des dispositifs qui existent et qui ont toute leur place concernant des publics vulnérables qui ont besoin de s'insérer professionnellement et économiquement, socialement. Donc ces dispositifs existent, à l'heure d'aujourd'hui, sont très sollicités par les partenaires sociaux, la gendarmerie, la police, et donc ça répond tout à fait à la demande de ce public. Bonjour, c'est là. Tout d'abord, je tenais à remercier les étudiants du master et donc tous les intervenants, c'est ici, pour ce séminaire.
Et donc moi j'aurais deux interventions, enfin deux choses à traiter. La première c'est la question donc au niveau de la table ronde 2 du téléphone grave danger, grand danger. La question que j'ai, c'est que là on est sur un dispositif qui intervient, on va dire presque pas trop tard, mais on va dire au niveau des personnes qui sont déjà dans le système, qui sont déjà rentrées dans le système judiciaire et tout ça. Moi, je pense notamment à la parallèle en métropole, donc avec le 114, qui est le numéro d'appel national pour les personnes sourdes et malentendantes, qui depuis fin mars 2020, dans le cadre donc du confinement Covid, a eu comme mission de prendre en charge également tous les SMS, donc les appels discrets de violences intrafamiliales, ou donc là qui sont accessibles à toute la population, et notamment qui a beaucoup servi aux femmes et pas que. Donc oui, c'est pas genré et c'est pas que pour les femmes. Donc aux femmes, aux enfants et aux auteurs de violences intrafamiliales à signaler en fait ces choses-là. Donc déjà voilà, est-ce que il y a la possibilité ou il y a la réflexion de mettre en place ce système de signalement qui est, on va dire, qui permet l'indépendance et l'autonomisation des victimes et pas que du signalement par appel, parce que c'est ce qu'on a remarqué au 114, c'est que en fait on a une limitation des personnes qui n'appellent pas le 17 mais qui vont plutôt facilement envoyer un SMS lorsqu'ils sont victimes. Et la deuxième chose, c'est concernant la prise en charge des auteurs. On le sait dans l'éducation que c'est la prévention qui fonctionne le mieux. Et c'est ce qu'on essaie de mettre le plus en plus en place, que ce soit à l'école et dans tout, la bienveillance, tout ce qu'il y a autour. Est-ce que dans le dispositif qui est prévu en ouverture en janvier, donc le centre d'accueil et de suivi des auteurs, il y aurait également une possibilité de mettre en place, je fais encore le parallèle avec la métropole, un numéro d'appel pour les auteurs de violences, un numéro d'écoute qui pourrait être suivi par ce centre sans qu'il y ait pour autant de traitement juridique avant. Donc en gros, c'est j'appelle, je sais que je suis en train de... Je vais éclater, voilà, je vais déborder, ou je l'ai déjà fait et je le regrette vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place à ce niveau-là pour prendre en prévention, en fait, ces appels-là, ces appels à l'aide des auteurs, ou des futurs auteurs, et donc une prise en charge anticipée, on va dire, bien avant, en fait, la répression de la violence. Voilà. Moi, je vais juste répondre vite fait à la première question pour informer que la plateforme SOS Écoute, en plus du numéro vert gratuit, là, le 05 30 30, a également un SMS gratuit. Par contre, j'essaye depuis tout à l'heure de me souvenir du numéro, mais je ne l'ai plus. Alors, par contre, il est indiqué ce numéro SMS gratuit sur les petites cartes vives qui sont distribuées par le gouvernement. Donc, vous pouvez avoir accès à ce numéro. Vous l'avez ? Ok, c'est le 51 0067. Donc il y a un numéro mis en place par la plateforme SOS Écoute de SMS gratuit et donc parfaitement discret et anonyme. 51 Voilà, c'était pour répondre à cette question. Peut-être sur la deuxième question, donc effectivement, nous essayons de concrétiser ce projet pour janvier 2024. Donc effectivement, c'est une question qui est aussi une bonne idée, une bonne pratique à voir par rapport aux responsabilités de l'association qui portera ce dispositif. Effectivement, je note cette idée, cette modalité pour éventuellement l'intégrer ou dans les missions de ce centre d'accueil ou dans des missions générales d'appel possible des auteurs. Mais il faut
mais il faut que l'on s'intéresse aux auteurs. Il faut que l'on traite effectivement leurs difficultés, leurs problèmes, hein, avec souvent des auteurs qui ont vu notamment le père frapper la mère, hein, pendant toute son enfance, toute leur enfance. Donc c'est vraiment une problématique de reproduction, hein, souvent de comportements vécus dans l'enfance, hein, avec toute la souffrance que l'on peut imaginer et que l'on perçoit, hein, dans la procédure. Un procès-verbal d'audition d'auteur présumé, c'est parfois effectivement voilà, une enfance qui apparaît là, et une enfance massacrée aussi, hein, chez ces auteurs. Hein. Donc il faut être bien conscient de l'ensemble de ces paramètres, hein, pour traiter toute cette problématique très lourde.